conseiller exécutif Daniel Marissène demande à intervenir. Après le temps? Non, mais non, attends. Je suppose qu'il a une communication à faire. Je vais en faire une aussi. Je peux? Non, je rassure le collègue, j'ai bien regardé les textes qui nous régissent, c'est prévu là-dedans. Je dis que c'est prévu là-dedans, qu'on puisse porter des... Je rappelle que la loi du 27 juillet 2011 prévoit que les conseillers exécutifs puissent assister et ils peuvent prendre la parole en la demandant. Ils peuvent faire une déclaration ou vous porter des réponses. Donc, je veux porter des réponses, non pas participer au débat, mais porter des réponses. Et le collègue rapporteur, qui est chargé par le président du conseil exécutif pour porter l'ensemble des réponses, pourra compléter celle que je vais donner, puisqu'elle est partielle et elle relève de mes domaines de compétences. J'ai été très heureux de voir que la question de la formation professionnelle a fait un débat, ça a suscité un intérêt. Je suis heureux là-dessus parce que c'est justement le secteur que le président Marie-Jeanne m'a demandé de suivre. Et plus on peut mettre des moyens de disposition, mieux on peut faire la politique de la formation professionnelle. Investir dans l'homme pour transformer les Martiniquais en agents de développement de notre pays. Je voulais simplement apporter quelques informations supplémentaires pour dire qu'il y a actuellement mis en place une nouvelle logique. Nous sommes dans un système où les décisions stratégiques sont prises d'en haut, c'est-à-dire à Paris. En haut, au nord, là, ça nous tombe là, pour nous qui sommes tous les tropiques. Il y a cette loi qu'il ne faut pas sous-estimer, et bon, il y a un collègue de l'Assemblée qui a rappelé qu'à l'unanimité, nous avions donné un avis négatif, mais nous sommes dans une position, l'histoire nous a mis dans une position où nos avis, j'ai l'impression qu'on s'arrive à Paris, tout le monde s'en fout, mais cette loi a changé la donne. On a recentralisé la gouvernance de la formation professionnelle. On a créé un machin qui s'appelle France Compétences, qui centralise la totalité des cotisations des entreprises en matière de formation professionnelle ou en matière de taxe d'apprentissage. Le collecteur qui a été désigné par la loi, c'est l'URSSAF. L'URSSAF n'existant pas en Martinique, c'est la Caisse générale de sécurité sociale qui fait la fonction de la collecte, va collecter et transférer toutes les sommes collectées versées par les entreprises. Hein, les deux natures de cotisation, formation professionnelle et taxe d'apprentissage, va être transféré à Paris. Et ce qui est prévu, c'est qu'ensuite, les décisions sont prises au conseil d'administration de Paris pour savoir quelles sont les parts qui vont être versées dans chaque territoire. Quel est le montant qui va être versé à chaque CFA par contrat d'apprentissage en fonction du niveau de la taxe. Ce sera un tarif unique versé pour tout le territoire sous domination française ou sous législation française. Il y a d'ailleurs donc des discussions qui sont en cours, parce qu'il y a des ordonnances qui sont prévues ou des décrets particuliers pour voir s'il n'y a pas lieu de modifier les montants en fonction du territoire. Et hier, nous avions, parce qu'un des satellites que je préside au nom du président, qui s'appelle la GEFMA, a organisé un séminaire sur cette question-là, qui se tenait au palais des congrès de Madiana hier, et pendant toute la journée, on a débattu de cela pour voir comment la législation augmente et on avance par pas. Mais d'abord, il faut prendre en compte cette recentralisation. Cette dépossession de la collectivité, de la compétence apprentissage, je rappelle, c'était la première compétence qui avait été transférée aux régions dites d'outre-mer le 7 janvier 1983, parce qu'à l'époque, il y avait la décentralisation, on avait créé des régions quand les pays dits d'outre-mer, comme on nous appelle. C'est ceci qui a été repris subrepticement. Et puis, France Compétences doit donner une somme à chaque région, une somme complémentaire. Au moment où nous parlons, en tout cas, j'ai demandé à nos techniciens qui nous assistent de rechercher à savoir précisément
le montant précis que la Martinique doit recevoir n'est pas encore connu. Bien. Ça, c'est la première logique qui a fait que, dans le courant de 2020, les CFA vont attendre leur argent de Paris, ce n'est plus aux régions de donner. Alors, nous avons proposé quelque chose, et c'était écrit dans le rapport d'orientation, pour le débat d'orientation. Je le rappelle simplement. Il se trouve que l'histoire a fait que 3 de nos 4 CFA sont logés dans des locaux qui appartiennent à la collectivité. Donc, nous avons le devoir d'assurer la maintenance, la conservation de ces immeubles pour que ces immeubles puissent être toujours agréés comme immeubles recevant le public, et établissement recevant le public. Donc, nous avons des investissements à faire là-dessus pour le maintenir en bon état. C'est la première chose. Deuxièmement, nous connaissons bien la question de l'apprentissage. Quel est le frein à l'apprentissage? L'une des difficultés pour nos jeunes qui veulent apprendre tout en travaillant, c'est-à-dire en situation de travail, c'est de trouver des employeurs. Et quand même, dans la loi du 5 septembre 2018, il a été prévu que l'État donne des primes aux employeurs. Nous avons préconisé que la CTM continue à verser des primes aux employeurs parce que, selon nous, c'est un moyen efficace pour inciter les entreprises à ouvrir leurs portes à nos jeunes parce qu'il n'y a pas d'apprentissage s'il n'y a pas de contrat d'apprentissage. L'apprentissage, c'est un jeu qui se joue à 4. Il faut le patron, c'est-à-dire le maître d'apprentissage, l'apprenti, le CFA et le financeur. Eh bien, nous avons proposé de maintenir la taxe, alors que la loi ne nous oblige plus, ne nous a jamais d'ailleurs obligés. Donc, dans le budget qui est là, il y a le financement de la taxe de l'apprentissage. Bien. Et nous verrons, en fonction du nombre d'apprentis qui vont être recrutés, et en fonction de l'information que va nous donner les CFA sur les montants qu'ils vont recevoir de France Compétences, pour voir s'il y a lieu ou pas de mettre un financement complémentaire, parce que c'est ça qui est prévu dans la loi. On dit que les régions peuvent donner des financements complémentaires. Ça, c'est la première chose. La deuxième logique qui est introduite par la loi, et qui est déjà en application, c'est qu'au lieu de donner des dotations, comme l'État le faisait, il nous a proposé de signer des pactes. Et j'ai eu l'occasion ici de rapporter déjà 2 pactes. Un qui s'appelait le plan d'investissement des compétences, c'était le PIC, qu'on a fait en 2017, et maintenant il y a le pacte d'investissement des compétences. Et il y en a un qui a été signé, après que l'Assemblée a donné l'autorisation, pour 2019-2020. Ce qui est prévu, c'est un peu un contrat d'objectifs et de moyens. C'est-à-dire l'État annonce une somme, et dans le pacte qu'il nous a annoncé, il nous a dit 69 millions. Je suis prêt à mettre 69 millions dans votre budget entre 2019 et 2022, à condition que vous augmentiez le nombre de personnes que vous faites entrer en stage par rapport à ce que vous faisiez avant. Et on a pris comme socle de référence ce que nous faisions en 2016. Nous avons atteint cet objectif en 2017. Nous l'avons atteint également en 2018. Et nous sommes en train de faire des évaluations. Les derniers chiffres qui nous sont remontés, parce que l'observateur qui évalue pour nous, c'est le Pôle emploi, nous avons fait le point, un comité de pilotage, il y a une semaine, c'est-à-dire le lundi 16, nous avions déjà atteint, voire légèrement dépassé l'objectif qui était fixé. Quand vous atteignez l'objectif, vous avez en recette, vous pouvez recevoir les sommes promises. 69 millions sur 3 ans, ça fait en moyenne 23 millions. Donc, pour les avoir, il faut atteindre l'objectif. Et c'est quand ils sont annoncés qu'à ce moment, on peut, à l'occasion d'une DM, l'inscrire en recette. On ne peut pas l'inscrire a priori comme une somme, comment on appelle ça, un crédit de paiement sûr, puisqu'il y a des objectifs à atteindre pour les avoir. Donc, ils sont inscrits en autorisation d'engagement. Parce que pendant que l'État nous propose d'avoir 69 millions, l'engagement qui a été pris par la collectivité, c'est de dépenser 94 millions 2019 à 2022.
Donc c'est ça le contrat, le pacte d'investissement dans les compétences. Deuxième aspect, ça me permet de répondre à une interrogation d'une collègue. Si vous avez bien lu le projet de pacte qu'on vous avait soumis, vous avez vu qu'on a introduit un nouveau concept qui est le parcours. La formation, c'est un parcours de formation. Et ça s'adresse d'abord à ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi. Quand ils sont jeunes, on les appelle des décrocheurs. Là, ils ont quitté le système de formation initiale sans qualification. En principe, ils doivent aller s'inscrire dans les missions locales. Et c'est pour ça que nous continuons, et nous allons continuer, à passer des conventions avec des missions locales pour financer le fonctionnement des missions locales. Il y en a une au sud, c'est la mission locale de l'espace sud. Il y en a une au centre, c'est la Mille Seine. Il y en a une au nord, c'est la Mille Nord. Donc les missions locales, c'est les partenaires pour les jeunes de moins de 25 ans et les moyens sont mis à leur disposition pour qu'ils arrivent à récupérer les jeunes, les accueillir et les mettre dans les programmes de formation que nous mettons en place. Ça, c'est la première action pour les décrocheurs, les jeunes de 16 à 26, moins de 26 ans et en particulier ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi. Deuxième action, et la collègue Carius l'a rappelé, mais je voulais simplement conforter ce qu'elle a dit, les crédits que nous avons mis là nous permettront de continuer à financer les écoles la deuxième chance. Il y en a une au centre, qui est implantée dans des locaux appartenant à la CTM, au boulevard Bishop. Il y en a une autre dans le secteur sud. Nous passions chaque année des conventions. Nous avons l'intention de continuer à passer ces conventions pour qu'ils puissent accueillir, requalifier, remobiliser les personnes les plus éloignées de l'emploi. Et puis, dans le Nord Caraïbe et le Nord Atlantique, c'est l'IMFPA qui nous a proposé un dispositif qu'on s'appelle l'AREL, qui permet à ces jeunes d'arriver prendre l'ARELIO, pour pouvoir les faire entrer dans un parcours. Les crédits qui sont là permettent aussi cela. Et pour pouvoir atteindre les objectifs du pacte d'investissement dans les conséquences, nous sommes en train de lancer des appels d'offres, nous sommes à la 3e tranche pour bâtir notre programme territorial de formation professionnelle pour les demandeurs d'emploi. Une partie de ce programme sera réalisée par d'abord les deux instituts qui existent déjà, l'IMFPA et l'IMS, mais également nous avons présenté un projet de transformer l'école de formation professionnelle et maritime également en institut, donc ils vont participer à l'élaboration du programme. Et puis, il y a donc des appels d'offres qui sont en cours pour bâtir le programme avec les centres de formation qui sont sur tout le territoire. C'est ceux-là, justement, avec lesquels nous faisions le séminaire toute la journée d'hier. Et il faut qu'ils nous permettent d'atteindre ces objectifs-là. La troisième information que je veux donner, et je relance un appel, vous avez vu le collègue Laventure expliquer qu'au-delà des sommes qui sont inscrites en recettes, il y en a d'autres qui vont venir, mais pour cela, il faut des projets. Eh bien, dans le domaine de la formation professionnelle, c'est le Fonds social européen. À la fois, les programmes que nous élaborons nous-mêmes en interne seront présentés à la direction des fonds européens pour obtenir du Fonds social européen. Mais nous souhaitons, et nous renouvelons l'appel à nos instituts pour qu'ils puissent être porteurs en direct de programmes pour solliciter des fonds européens. Il ne faut pas simplement que les instituts fonctionnent uniquement avec les dotations qui sont données par la collectivité. Il faut que ce soit les deux instituts, l'IMS et l'IMFPA, qui portent les projets, qui répondent donc aux appels de projets pour augmenter leurs dotations par des financements du Fonds social européen sur des projets bien décrits, bien fixés, etc. Et c'est le même appel que nous avons lancé pour la formation maritime et aquacole. Il faut abonder les sommes que nous mettons, que nous investissons sur les jeunes par le Fonds social européen. Donc il faut oser aller chercher cela par des projets à présenter. Et enfin,
Mais ça a été déjà dit, je vais simplement le souligner. Je remercie le collègue Chabrol-Titi d'avoir indiqué que les investissements que nous faisons pour notre jeunesse, c'est des investissements dans les bâtiments, les infrastructures qui doivent les recevoir. Alors, vous avez braqué le phare sur l'évolution, malheureusement à la baisse, de la partie fonctionnement, j'ai expliqué pourquoi, mais regardez dans le volet investissement, parce qu'il y a un volet investissement pour les 3 compétences, éducation, formation professionnelle et apprentissage, il y a une augmentation des crédits de 2020 par rapport à 2019. C'est justement pour nous permettre de poursuivre la construction du lycée Schellcher, de poursuivre la cité scolaire Lagosilière qui est au quartier Pensuc à Sainte-Marie, mais également de poursuivre la construction qui va monter en puissance du pôle universitaire de santé. Tout cela émarge dans la ligne enseignement, c'est-à-dire éducation, formation et apprentissage, c'est le même chapitre budgétaire. Et pour ces projets-là aussi, nous n'avons pas compté que sur nos fonds propres, puisque j'ai eu l'occasion de présenter ici des plans de financement qui fait appel à l'État, c'est-à-dire le fonds Barnier. J'ai entendu dire qu'il fallait qu'on demande le fonds Barnier, mais sachez qu'on le demande, mais il n'est pas facile à venir, parce que nous sommes souvent déçus. Les réponses de l'État tardent à venir, et parfois, ils n'arrivent pas du tout. Donc, nous faisons appel, j'avais présenté les plans, et puis, le FEDER intervient dans ces 3 projets, parce que nous avons présenté des dossiers, et nous avons l'intention d'en présenter d'autres. Donc, je voulais illustrer concrètement ce que disait notre rapporteur. Il ne faut pas s'arrêter aux sommes qui sont là et faire toute analyse. Il faut également voir tous les projets de plan de financement que nous vous proposons tout au long des plénières pour voir que nous allons avoir à voter des DM lorsque ces sommes seront accordées pour les intégrer dans le budget. Je remercie M. le Président de m'avoir permis de faire cette communication.